personnel, justement, le candidat fait le parti derrière, mais vous aviez aussi décrit 3 fonctions des partis. Vous disiez que la première, c'était la structuration des idées, la prise de position dans le débat public. Le deuxième, c'était la sélection des candidats. Donc, en fait, ils faisaient émerger des candidats qui avaient cette sélection interne avec des primaires, justement. Et puis ensuite, ils se présentaient à l'échelle nationale. Et que la troisième, c'était la socialisation politique des citoyens. Mais du coup, si le candidat émerge avant son propre parti, finalement, est-ce qu'on peut toujours dire que ce sont les 3 fonctions des partis, ou est-ce que le parti aujourd'hui est plutôt un véhicule pratique pour eux, donc pour avoir accès au financement que vous décriviez, et finalement, les 2 autres fonctions, en particulier celle de socialisation, sont remis en cause. L'un comme l'autre. Évidemment, c'est une question centrale. En fait, Pierre disait tout à l'heure que les partis étaient installés dans le paysage. C'est vrai que lorsqu'on prend le rapport de la Commission nationale de contrôle des comptes et de contrôle de comptes de campagne et des formations politiques, en 2015, il y avait 431 partis qui étaient répertoriés en France, et en 2019, il y en a 591. Sur ces 591 partis, je vous défie bien évidemment d'en connaître ne serait-ce que le 10e, il y en a 60 qui bénéficient de l'aide publique d'État, qui se monte à 66 millions par an. Et sur ces 60 partis qui bénéficient de l'aide publique d'État, il y en a la moitié qui sont originaires d'outre-mer. Ça veut donc dire qu'il y a 30 partis politiques qui, dans l'Hexagone, bénéficient de l'aide publique. Donc, la question est de savoir déjà de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est qu'un parti politique? Est-ce que c'est une organisation qui bénéficie de l'aide publique destinée aux partis politiques, ce qui nous amène à une tautologie peu agréable à manier, ou est-ce que c'est une association qui a une identité, je dirais, au-delà de l'identité objective, telle que, par exemple, vous l'avez montré dans votre jingle, en nous donnant tous les logos. Ça, au moins, c'est une identité objective des partis politiques. Il y a une logotype, il y a une couleur, il y a un nom. Mais il y a également une identité subjective. Et cette identité subjective, elle correspond aux fonctions dont vous parliez et que Rémi a théorisé dans ses livres. Il y a une fonction de socialisation, une fonction de sélection et une fonction de construction des idées politiques. La fonction de socialisation s'est considérablement appauvrie. Les militants sont partis, les partis sont appauvris, relégués. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette désocialisation a précédé ou a accompagné la décrépitude objective des partis politiques? Mais bon, on y reviendra certainement plus tard. Je peux peut-être. Oui, mais c'est Maurice Duverger qui, je crois, a théorisé la notion de parti attrape-tout. Samuel Ederfeld. Non, pardon. Bon, bref. Bon. Non, c'est lui qui avait commencé à théoriser. J'ai un petit trou, c'est pas très grave. Un Américain dans les années 60. Bon, d'accord, mais Duverger a continué là-dessus. Et donc, sur la définition des fonctions des partis politiques. Est-ce que ça reste toujours une sélection du personnel politique? Est-ce que ça reste une fonction de formation des militants? Ou est-ce que c'est simplement introduit comme un autre voilà, un club de supporters, et on y reviendra tout à l'heure, y compris pour regarder les différentes formes des principaux partis qui sont arrivés en tête de cette présidentielle, ou en tout cas qui soutiennent les principaux candidats, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, et y compris Éric Zemmour et Marine Le Pen. Donc, le parti politique aujourd'hui, il sert à quoi? En fait, il sert quand même à quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une vie politique sans parti. À quoi ça sert, les partis politiques? C'est dans la Constitution. Voilà, il concourt à l'expression du suffrage, mais un parti politique, ça sert quand même à collectiviser un minimum de ressources.
des ressources de financement. Donc les partis politiques, ils financent quand même les campagnes. La campagne de Jean-Luc Mélenchon et la campagne d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils vont utiliser, ils n'ont pas dépensé énormément d'argent, en tout cas pour Emmanuel Macron, mais elle sert quand même à financer les campagnes. Donc ça, c'est un outil de financement. C'est un outil aussi de sélection effectivement du personnel politique quand il faut des députés. Parce que pour gouverner, il faut des députés. Donc là, par exemple, concrètement, c'est bien la France Insoumise et la République En Marche qui va investir des candidats sur des circonscriptions et qui ensuite, ces candidats vont devenir députés, vont constituer des groupes. Donc là, c'est pareil. Derrière les groupes, il y a des partis politiques. Les partis politiques, donc d'un certain point de vue, ils sont aussi des sigles, des labels qui permettent aux citoyens de repérer en fait l'offre politique, de structurer l'offre politique. Mais en dehors de ça, ils sont plus grand-chose d'autre que ça en fait. Et si on reprend effectivement la trilogie des fonctions, la fonction de structuration électorale, on voit bien que les partis politiques structure assez peu le débat. Le débat se fait pas dans les partis, il se fait dans les médias. La question idéologique, est-ce que les partis politiques portent une idéologie? Globalement, de moins en moins. Regardez par exemple les propositions, de plus en plus, les programmes viennent des think tanks, viennent des intellectuels, viennent des experts. Quand on est au pouvoir, viennent des cabinets ministériels. C'est pas les partis politiques qui produisent des idées. Et il y a plus vraiment d'élaboration idéologique. Il y a un contre-exemple peut-être. C'est la France Insoumise qui a quand même vachement, il y a des livrets, ils ont un travail idéologique, mais regardez par exemple le PS, il produit plus d'idées depuis bien longtemps, il a plus de réseau d'experts. Donc en fait les idées à la fois dans leur production et leur diffusion sont plus produites. Bon, la socialisation, c'est-à-dire alors le militantisme, c'est effarant. Quand on regarde aujourd'hui combien il y a de militants dans les partis politiques. Je pense que si on additionne, attention, je dis bien des militants, parce que si la France Insoumise et la République En Marche, en 2 clics, vous êtes adhérent. Mais bon, un adhérent qui soit un peu militant, c'est-à-dire que je pense que si vous additionnez tous les partis politiques, on arrive à 100 000. Ouais. 100 000. Et c'est incroyable. Le PS, tout seul, c'était dans les années 70, c'était 250 000. Et même si vous regardez, par exemple, aujourd'hui, le SPD allemand, c'est 500 000 adhérents. Ou le Labour britannique, c'est 500 000. Donc, la crise des partis politiques, la crise du militantisme, on l'observe partout, mais elle est très accentuée en France. Bon, et donc, du coup, il n'y a plus de réseau, en fait, il n'y a plus de sociabilité. Concrètement, qu'est-ce que c'était la force des partis de gauche comme le PC ou le PS? C'était les fêtes de la Rose, c'était les concours de belote, c'était aussi des dimensions qui n'étaient pas politiques, mais qui étaient très importantes, qui créaient de la communauté. Bon, donc tout ça a dépéri. Alors, il y a une fonction, la fonction de sélection des candidats, elle perdure, mais en fait, de manière un peu bâtardie, parce que les primaires ouvertes retirent en fait le pouvoir aux adhérents. Donc là, on a eu une primaire ouverte chez les écolos, d'ailleurs, qui a permis à des sympathisants de choisir Sandrine Rousseau, qui n'avait pas du tout les faveurs du parti. Bon, alors on a eu la même chose sans doute pour Jadot. Sans doute, peut-être, mais moins. Je pense que lui, il a moins bénéficié de ça. Alors, c'est vrai que bon, la droite et le PS avaient adopté des primaires ouvertes, sont revenus à des primaires fermées, mais on voit bien en même temps, ils ont dû faire des cartes à LR. Réflexe, quand même. Voilà, un réflexe. Bon, et puis, souvent, de manière générale aussi, les sondages, en fait, jouent plus que les partis politiques dans le choix des candidats. Donc, du coup, les partis politiques sont dépossédés aussi de ce pouvoir. Voilà, donc les partis politiques, moi je défends les partis politiques, je suis un vieux ringard. Ouais, mais vous en théorisez la fin. J'en théorise la fin, mais je pense, en tout cas pour la gauche qui m'intéresse aussi, je pense que la gauche ne peut pas se reconstruire, et notamment renouer avec les milieux populaires, si elle ne reconstruit pas des médiations partisanes. Alors évidemment, pas le vieux parti de masse, je ne suis pas nostalgique du parti de masse, mais il n'y a pas de raison en fait que les partis politiques, et on a quand même des exemples à l'étranger très diverses, très diverses idéologiquement, le mouvement 5 étoiles, Podemos, qui se passe au Parti démocrate aux États-Unis. C'est pas une fatalité à ce que les partis disparaissent, mais il faut qu'ils se réinventent. J'imagine qu'on va en discuter. Et pour revenir